Vous dépendez totalement, ou du moins très fortement, des États-Unis pour votre production militaire. Parce que nous avons toujours cru, stupidement, que les États-Unis étaient là pour nous. Les États-Unis sont là pour les États-Unis. Et l'idée de l'OTAN n'a jamais été de protéger l'Europe. Le projet appelé OTAN est un projet américain, destiné à garantir que s'il y a une guerre, elle ait lieu en Europe et non sur le sol américain. C'est la défense avancée. C'est l'idée de la dissuasion. Ce sont les armes nucléaires américaines en Europe. L'objectif, c'est que le combat ait lieu ici. L'Occident, qui représente 12% de l'humanité, est en déclin. Nous sommes aujourd'hui le dernier empire. Cet empire s'affaiblit de plus en plus, il est de plus en plus désespéré. Il ne peut pas tolérer qu'il existe des points de vue différents. Je veux dire, plus vous êtes faible, plus vous êtes intolérant. Bienvenue à tous dans Affaires mondiales en contexte. Je suis Lena Petrova et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir à nouveau un invité formidable, le docteur Jan Oberg. Jan est un chercheur suédois spécialisé dans la paix et les conflits, auteur et cofondateur de la Fondation transnationale pour la recherche sur la paix et l'avenir. C'est une organisation que j'admire énormément et que je suis sur Substack et sur Twitter ou X. Je recommande très vivement à tous nos téléspectateurs de s'y abonner également. Jean, bienvenue de nouveau dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je pense que vous faites un travail tellement bon, important, très pertinent et d'une urgence capitale. J'espère donc pouvoir y contribuer afin que cet échange crée une certaine synergie. Permettez-moi simplement d'ajouter à votre présentation que la Fondation transnationale est totalement indépendante des financements gouvernementaux et des financements d'entreprises. Nous sommes financés uniquement par des particuliers et nous sommes tous bénévoles, 50 personnes à travers le monde. Je tiens à le préciser parce qu'il reste très peu de recherche et d'éducation du public qui soit réellement et véritablement libre dans ce domaine, dans le monde occidental. Absolument. Et merci beaucoup pour cette précision. Je pense qu'il est très important de le savoir parce que il y a une grande différence entre les recherches produites par des groupes de réflexion et des instituts financés par le gouvernement et celles qui sont indépendantes comme la vôtre. Absolument. Récemment, je suis tombée sur 2 excellents articles que vous avez publiés sur votre Substack. Vous y abordez, au fond, la transition de l'Union européenne vers des économies de guerre. Et je pense que c'est le sujet le plus important aujourd'hui parce qu'il touche à absolument tous les aspects de nos vies. On a de plus en plus l'impression que l'Europe, dans son ensemble, se dirige vers une confrontation militaire majeure, comme on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jeanne, pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous observez dans l'Union européenne en matière de transformation des politiques économiques et de sécurité? Eh bien, j'ai choisi un angle qui n'a pas été abordé dans le cadre de ce réarmement en Europe. Il est la conséquence très regrettable de la stupide expansion de l'OTAN, à laquelle la Russie a répondu de manière contre-productive en envahissant l'Ukraine. Et les 2 parties sont heureuses d'utiliser le peuple ukrainien pour leur affrontement. Cet angle, c'était l'économie. Ce qui m'a motivé, c'est que vous avez entendu des secrétaires généraux de l'OTAN, vous avez entendu la première ministre danoise et de nombreux dirigeants européens dire que c'était une façon de relancer les économies européennes, investir dans le militaire et passer à une économie de guerre. Je ne pense pas que le terme économie de guerre figure dans un document officiel, mais c'est bien ce qu'ils font. Ils passent d'une économie civile en temps de paix à une économie militaire. En gros, l'idée,
c'est que le secteur militaire devrait tirer le reste de l'économie vers le haut. Et ça m'a rappelé que, dans les années 70 et 80, nous étions un certain nombre de chercheurs sur la paix et d'économistes à travailler sur ce qu'on appelait alors la conversion. L'idée était la suivante. Pouvait-on convertir l'industrie militaire en industrie civile et en tirer des effets bénéfiques? Par exemple, il y a eu la vaste étude menée aux Nations Unies sur ce sujet par la diplomate suédoise ou ministre du Désarmement Inga Thorsson. À l'époque, je siégeais à la Commission de la sécurité et du désarmement du gouvernement danois. Et toute la question du lien entre les investissements militaires et les investissements civils, c'est quelque chose dont nous devrions parler aujourd'hui. Car je peux vous dire que ni à l'époque, ni aujourd'hui, il n'existe aucune étude, aucun travail de recherche, aucun livre, aucune thèse qui prouve que les investissements militaires produisent davantage d'effets bénéfiques que des investissements civils comparables dans l'économie. Donc, si vous voulez gaspiller de l'argent, choisissez l'armée. Si vous voulez gaspiller de l'argent et avoir moins d'effets sur l'emploi, moins d'effets sur l'innovation, moins de retombées pour le secteur civil, de moins bons hôpitaux, une vie culturelle moins riche, moins de protection sociale pour la population, continuez à militariser votre économie. Personne n'a démontré le contraire de ce que je viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui disent cela aujourd'hui ne sont pas des instituts de recherche. Nous sommes les seuls ici en Suède, enfin, pas les seuls en Suède. Nous sommes les seuls en Europe à avoir publié cette analyse et à dire ces choses. Aucun autre institut de recherche ne l'a fait. Ni le CIPRI, ni le PRIO, ni les autres centres de recherche sur la paix, ni ceux dont on s'attendrait à ce qu'ils connaissent l'économie, le militaire et les effets bénéfiques ou non de tout cela. Ce sont les banques et les études des banques que vous trouverez, si je me souviens bien, dont l'une vient de la Banque nationale du Danemark et je crois aussi de la Banque européenne, disent clairement que les investissements militaires ont moins d'effets que des investissements civils comparables, d'ampleur égale. Donc, si vous voulez, enfin, l'Europe est en pleine crise économique. L'Allemagne s'effondre, comme tout le monde le sait. Volkswagen va probablement être racheté par la Chine. Vous avez fait, dans votre propre émission, une présentation excellente sur ces sujets que j'ai été heureux de repartager. Tout le monde sait que nous sommes en crise, qu'il y a des concurrents comme la Chine et la Russie, et que les États-Unis nous posent toutes sortes de problèmes avec Trump, les droits de douane et Dieu sait quoi encore. Et maintenant, nous choisissons, les dirigeants européens choisissent quelque chose dont ils doivent savoir, à moins d'être ignorants au-delà de toute croyance, que cela rendra l'économie moins orientée vers la croissance, moins orientée vers le bien-être, moins innovante dans le secteur civil. C'est pourquoi j'ai donné à mon article le sous-titre « Sont-ils ignorants ou mentent-ils délibérément ?» Car ils ne peuvent pas. Tous ces dirigeants, en fait, tout le monde l'a dit, les chefs d'État ne peuvent pas ne pas le savoir, par leurs experts, s'ils en consultent, par leurs banques, et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas ignorer le fait que, comme je viens de vous le dire, aucune étude ne prouve que ce qu'ils affirment est vrai, et il n'y en a pas eu non plus auparavant. Donc, pour faire court, c'est une évolution catastrophique. Et j'aimerais que cette émission, ainsi que d'autres, commence à se demander pourquoi détruisons-nous l'État-providence? Pourquoi rendons-nous la vie infernale à nos enfants et à nos petits-enfants en nous militarisant? D'abord, cela ne résoudra pas les problèmes de sécurité avec la Russie. Ensuite, cela ne fera que nous faire décliner et devenir, vous savez, une région périphérique dans le monde de demain. Parce que personne n'écoutera l'Europe si nous nous retrouvons avec une économie de l'âge de pierre après avoir gaspillé tout cet argent dans l'armement. Voilà une longue réponse à votre question.
Oui, et vous avez mentionné l'Allemagne. Plus tôt cette semaine, Reuters a rapporté que les investissements industriels et dans les usines en Allemagne sont portés par cet immense engagement des entreprises dans le cadre de l'initiative Made for Germany. Celle-ci prévoit désormais plus de 800 milliards d'euros d'ici, je crois, 2028, pour des dépenses consacrées aux infrastructures militaires, ainsi qu'à de lourds investissements publics dans les infrastructures. Ils construisent donc, de fait, des routes qui pourraient éventuellement servir au transport d'équipements militaires, alors qu'à ma connaissance, elles ne sont actuellement ni structurées ni conçues pour les véhicules de transport militaire. Ce programme réunit 139 entreprises à travers le pays, à travers l'Allemagne. Il inclut Deutsche Bank, Siemens et d'autres grandes entreprises. On a donc l'impression que pratiquement toutes les grandes entreprises, tous les PDG soutiennent cette stratégie de militarisation et de réduction des dépenses sociales, malgré les difficultés de la population moyenne à joindre les deux bouts. Oui, ça tient au fait que si on le présente ainsi, si nous ne faisons aucun autre investissement et que nous n'avons pas de plan à long terme pour le développement des infrastructures civiles en Europe, alors c'est vrai que si on compare cela à l'absence de tout autre investissement, bien sûr qu'il vaut mieux investir dans le militaire, parce que cela crée quand même des emplois. Le problème, et je ne l'ai pas assez clairement dit tout à l'heure, c'est que cela crée bien moins d'emplois et bien moins de retombées en matière de bien-être que les investissements civils, les entreprises civiles, les investissements dans les infrastructures, dans l'éducation, la santé, et ainsi de suite, la culture. Donc évidemment, si quelqu'un arrive dans une grande entreprise, s'il est directeur général, et qu'on lui dit « Eh bien, on va vous donner des milliards de contrats si vous produisez tel ou tel système d'armement, ou des pièces pour celui-ci, et ainsi de suite. » Oui, bien sûr, cela sera perçu comme quelque chose de positif. Ce dont je parle, ce sont les effets indirects ou les effets multiplicateurs sur la société civile. Et c'est là qu'intervient le mensonge. C'est beaucoup moins efficace comme investissement pour la vie future des citoyens que ne le seraient des investissements civils du même montant. Et cela tient au fait que peut-être devrions-nous l'expliquer pour que ce soit plus clair pour les gens qui n'ont peut-être jamais réfléchi à ces questions. D'abord, c'est un marché monopsone. C'est un mot difficile. Marché monopsone. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul acheteur, et c'est l'État pour les systèmes d'armes. Et c'est pourquoi le coût des systèmes d'armes peut augmenter dans n'importe quelle proportion, de plusieurs centaines de pourcents, entre le moment où ils sont prévus, achetés et font l'objet de contrats avec les gouvernements, et le moment où ils sont finalement livrés. Prenez le F-35, par exemple. Il coûte bien plus cher. C'est le projet le plus coûteux de l'histoire mondiale. Autre chose, il y a ce qu'on appelle les coûts d'opportunité. Chaque fois que vous dépensez $100 pour un char, vous ne pouvez pas dépenser ces $100 pour la protection sociale, la santé ou les infrastructures. Et il y a aussi quelque chose qu'on appelle, comment diriez-vous ça? On pourrait sans doute parler dans ce cas de capital passif ou négatif. Parce qu'un système d'armes, prenez un avion de chasse, passera d'abord plus d'heures à être entretenu au sol qu'à voler. Ensuite, la plupart du temps, il restera au sol, sauf si vous prévoyez qu'il soit utilisé dans une guerre à grande échelle. Cela veut dire qu'il coûte de l'argent chaque jour, sans rien faire d'utile pour l'économie, ni pour le développement et l'innovation civile. Ensuite, il y a cet argument selon lequel, il y aura beaucoup de recherche et développement sur de nouvelles armes, et que parfois, vous savez, cela a des retombées positives pour la société civile. Par exemple, autrefois, nous n'aurions pas eu les transistors, ni les appareils auditifs ou quelque chose comme ça, les aides auditives.
sans l'armée. Excusez-moi, mais pour qui les gens nous prennent-ils? Si vous voulez des aides auditives, ou si vous avez besoin d'un nouveau type de technologie, ou de quelque chose de ce genre, vous faites directement des recherches pour l'obtenir, et pour trouver des moyens de l'obtenir. Vous n'allez pas rester là à attendre. Vous savez, pendant des décennies, qu'une recherche sur un système militaire produise peut-être une retombée qui permette de fabriquer le produit dont vous avez besoin dans la société civile. Je veux dire, c'est bizarre. Mais le fait est que vous n'avez pas de médias qui aient la compétence pour en discuter. Comme je l'ai dit, pas un seul institut de recherche en Europe n'a étudié ces questions. Et je peux comprendre pourquoi, mais c'est immoral, si vous voulez. Et troisièmement, ce n'est pas un débat public. Les gens croient que c'est là qu'il faut investir, parce qu'alors ils nous protégeront et qu'il n'y aura pas de guerre. Excusez-moi. Pensez aux milliers de milliards de dollars déversés dans l'OTAN depuis 1949, au nom des 3 mots du mantra de l'OTAN, stabilité, sécurité et paix. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous n'avons jamais été aussi proches de la guerre. Je ne suis pas alarmiste. Je ne suis pas un prophète de malheur. Ne vous méprenez pas. Mais le débat sur la guerre est aujourd'hui plus intense qu'il ne l'a été depuis des décennies. Alors que l'OTAN nous promettait que si nous faisions ces investissements et en payions aussi le prix dans la société civile, nous éviterions la guerre et nous aurions un monde pacifique. Il faut bien que quelqu'un se réveille, à un moment donné, et dise « Tout ça, c'est des conneries. Nous savons que ça ne marche pas comme ça. Et les économies ne fonctionnent pas comme ça non plus. L'armée ne crée ni sécurité ni paix, parce que, comme le dit l'adage, et je l'ai déjà dit, si les armes pouvaient créer la paix, nous aurions la paix depuis longtemps. Il faut quelque chose de complètement différent pour créer la paix. Et bien sûr, les investissements militaires, aujourd'hui, ne font pas seulement augmenter l'insécurité et les tensions militaires. Ils ravagent aussi et ruinent nos sociétés civiles. C'est une double idiotie. Et cela s'ajoute au fait que les dépenses militaires de l'OTAN, prises ensemble, sont toujours au moins 10 fois supérieures à celles de la Russie. Alors, ne me dites pas que quelqu'un qui a 10 chevaux déclenche une guerre contre quelqu'un qui en a 100 en croyant que « allô, tout va bien se passer ». Ce n'est pas le cas. Ça n'a aucun sens. Rien de ce qui est officiellement établi dans ce domaine de la politique européenne n'a le moindre sens. C'est pour les fous ou pour les gens qui sont incapables de réfléchir. Désolé d'employer des mots aussi catégoriques, mais j'ai passé 50 ans à comprendre ces questions et je ne vois plus aucune logique. Nous avons dépouillé le monde européen, de toute diplomatie. Nous l'avons dépouillé de contacts, de mesures de confiance, de toute tentative au moins de comprendre ce que cherchent les Russes. Alors que les Russes nous étudient par la recherche et par d'autres moyens. Et nous voyons des ennemis partout. La Chine est un ennemi, la Russie est un ennemi, l'Iran est un ennemi. Et nous devons, enfin c'est hystérique. Et qui en paie le prix? Les contribuables. J'aimerais que les contribuables boycottent. Si vous, les militaires, vous voulez tout ça, commencez à vendre des gâteaux et du café lors de vos réunions et voyez combien d'argent vous pouvez récolter pour la prochaine guerre. Parce que soutirer de l'argent aux contribuables en leur promettant sécurité, stabilité et paix, sans tenir ses promesses, puis en leur en demander encore davantage. Excusez-moi, j'appellerais ça de l'absence d'éthique, sinon de la folie. Et cela, en soi, pourrait mener à la guerre. Pas une invasion russe d'un pays de l'OTAN. Ça n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera pas, pour plusieurs raisons. J'ai écrit un long article là-dessus, en 13, 15, 16 points, pour expliquer pourquoi c'est des conneries. Mais, pour faire court, nous pourrions finir par créer une prophétie autoréalisatrice, parce que nous croyons que le militaire est la seule chose capable de résoudre les problèmes. Il suffit de mettre de l'argent.
Et cela tient à une nouvelle tendance très dangereuse dans le monde occidental. Nous ne parlons pas de ce que nous faisons réellement. Nous parlons de mettre de l'argent de côté pour cela, puis nous pensons avoir résolu le problème. Vous savez, on prend 5% du produit national brut, et alors nous serons bien plus en sécurité. Mais cela dépend de la manière dont on dépense ces 5%. Or, nous avons transformé toute discussion sérieuse sur ce qui menace le monde occidental. La nature, d'autres conflits, les cultures, la dégradation de l'environnement, la pauvreté, les tensions, le terrorisme. Tout cela est effacé. Désormais, la seule chose qui nous menace, c'est ce à quoi nous pouvons répondre en augmentant les dépenses militaires à 5% du produit national brut. C'est totalement absurde. Jusqu'ici, je suis le seul chercheur au monde à avoir analysé cela comme un indicateur étrange et absurde, parce qu'il se substitue à une véritable analyse des menaces. Je sais ce qu'il faut pour mener une analyse des menaces. Les pays nordiques ont réalisé des analyses sérieuses des menaces il y a des années. Aujourd'hui, on ne parle de rien de tout ça. La Russie est une menace. Donc 5% du produit national brut. Vous voyez ce que je veux dire? Cela n'a rien à voir avec la résolution des problèmes. Cela n'a rien à voir avec le diagnostic. Cela n'a rien à voir avec une réflexion nouvelle qui pourrait être nécessaire. C'est juste plus d'argent et le problème est réglé. Plus d'argent pour les hôpitaux et on a créé plus de santé. Je veux dire, il n'y a aucun lien entre ces choses. C'est de la quantification. C'est le mécanisme du marché appliqué à tout. Et ensuite, on pense avoir résolu les problèmes. Nous pourrions nous réveiller un jour en pleine guerre, à cause de toutes ces choses stupides que nous avons faites. Pas à cause de ce que font les Russes ou les Chinois, mais à cause de ce que nous avons fait nous-mêmes. Par exemple, en détruisant les États-providence, pour lesquels l'Europe de l'Ouest, et surtout les pays nordiques où je vis, étaient si connus. Les gens admirent les pays nordiques parce que nous étions des États-providence. Nous avions l'égalité. Nous avions les écoles populaires. Nous avions l'égalité pour les femmes. Nous parlions des choses au lieu de nous battre ou de nous gifler. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Cela a été détruit par des gens stupides à Stockholm qui viennent d'adhérer à l'OTAN. Je veux dire, c'est incroyable ce que cela va coûter aux contribuables. Moi, je pense à mes enfants et à mes petits-enfants, pas à moi-même. L'Europe est en train de créer un cycle auto-entretenu où l'augmentation de la production militaire engendre en réalité des incitations politiques à une militarisation encore plus poussée. Et donc, on voit ce cycle continuer encore et encore. Et je pense qu'il s'accélère de plus en plus parce que, vous savez, au début, on se dit « Oh, ce n'est que de la rhétorique, c'est juste un tel qui dit que la Russie va envahir. » Mais on sait que ce n'est pas vrai, alors on balaie ça d'un revers de main. Mais ensuite, je pense que quelques années plus tard, on constate que cette rhétorique se transforme en fait en politique de sécurité et en politique économique qui touche absolument tout le monde. Donc, puisque, comme vous l'avez mentionné et comme vous l'avez écrit dans votre excellent article sur Substack, les dépenses militaires sont moins productives économiquement que les investissements civils, et puisque c'est le cas et que tout le monde reste silencieux, que tout le monde observe, qui sont les principaux bénéficiaires du réarmement massif de l'Europe? Ce ne seront que les entreprises qui décrocheront effectivement les contrats pour produire ces déchets. C'est une production de déchets issus d'une économie civile. Je veux dire, produire un char ou quoi que ce soit de ce genre, ça n'a aucune utilité civile. Ces entreprises qui recevront ces milliards de dollars d'investissement en bénéficieront bien sûr, mais le reste de la société n'en bénéficiera pas. C'est ce qui rend la politique de l'Union européenne et de l'OTAN profondément immorale. Elle se fiche complètement du bien-être des citoyens. Quand elle vous vole votre argent,
vous disent qu'elles vont vous apporter quelque chose qu'elles appellent la paix, la sécurité et la stabilité, et qu'elles ne le font pas. Et quand elles découvrent que leur politique ne marche pas, si elles sont raisonnablement intelligentes, ce dont je ne suis pas sûr, elles demandent davantage de la même chose, au lieu de se demander « qu'est-ce qu'on fait de mal ?» Ce qui a marché en 49, en 53, en 62 ou en 78 ne marche plus aujourd'hui. Mais il y a une chose qui n'a jamais marché durant tout ce processus. L'idée que les investissements militaires puissent produire des effets bénéfiques pour les civils. Ça n'a pas changé. C'est la même erreur, encore et encore. Nous allons vivre dans une pauvreté relative en Europe si ces gens sont autorisés à poursuivre leur politique absolument autodestructrice, au nom du bien-être, du développement ou de la compétition avec le reste du monde. Fermez ces entreprises. Si vous voulez être compétitif et compter dans le futur ordre mondial, vous ne militarisez pas votre économie. C'est la dernière chose à faire. Et vous ouvrez une relation avec la Russie. Vous entamez des négociations. On recourt de nouveau à la diplomatie. On utilise le renseignement, on se sert de son cerveau, si on en a un, et on a une vision de la manière de résoudre les conflits et de vivre ensemble, pacifiquement, en Europe. Les Russes sont prêts à cela. Ils se sont toujours considérés comme Européens eux aussi. Mais l'Occident ne veut pas de cette relation avec la Russie. Il veut s'y engouffrer. Il accorde des prêts pour s'y engouffrer. En réalité, il contribue aujourd'hui, les États-Unis le font aussi, à une guerre totale entre l'Ukraine et la Russie. Voilà où cela mène. Est-ce cela, la stabilité, la sécurité et la paix que l'OTAN promet et pour lesquelles elle nous demande ou nous extorque de l'argent afin de les financer? Enfin, désolé, mais c'est un théâtre de l'absurde. Cela n'a aucun rapport avec une analyse empirique et une politique sérieuse. C'est tout à fait vrai. Le New York Times vient de publier un article expliquant comment le président des États-Unis a gagné plus de 2 milliards de dollars au cours de sa seule première année au pouvoir, grâce à des conflits d'intérêts liés à des affaires de crypto-monnaies et à des pots de vin. Je mettrai simplement le lien vers cet article ci-dessous pour ceux que ça intéresse. J'ai l'impression que nous observons une dynamique intéressante. Les politiques et les décisions sont façonnées par des intérêts personnels et par les intérêts des grands donateurs de campagne plutôt que par les électeurs d'un responsable politique. Et je pense qu'on retrouve aussi cela dans une certaine mesure au sein de l'Union européenne, pas seulement aux États-Unis. Cela soulève donc une question. La démocratie existe-t-elle vraiment aux États-Unis et dans ces pays européens où la population est très opposée au militarisme, mais où un petit groupe d'individus tout en haut continue de faire avancer son propre programme, déconnecté de la volonté du peuple? Qui souvent, quand ils étaient jeunes, ont obtenu des bourses Fulbright et ont étudié dans des universités américaines, ou des journalistes formés à l'université américaine de Beyrouth, etc. Et ils sont tous, en quelque sorte, plus ou moins formatés. J'appelle ça du lavage de cerveau, Tom. C'est une petite plaisanterie. Parce que ce qui en ressort, c'est qu'il y a, et c'est le centre et la périphérie des élites. Les élites sont les mêmes dans différentes parties du monde. Elles ont davantage d'intérêts communs entre elles qu'elles n'ont d'intérêts communs avec leurs citoyens. C'est l'ancienne structure, centre-périphérie de Johan Galtung, qui servait à analyser l'impérialisme. Et elle s'applique aussi au sein de l'OTAN. Les élites de l'OTAN sont plus loyales les unes envers les autres et envers les avantages qu'elles en retirent qu'envers leurs citoyens et l'intérêt de leurs citoyens. Et il y a un mot pour ça en temps de guerre, vous savez. Il y en a aussi un en temps de paix. C'est traître. On peut être un traître en temps de guerre, plus loyal envers des puissances étrangères. On peut être un traître en temps de paix. C'est la même chose.
seul le moment diffère. Et bien sûr, le crime est plus grave si vous êtes un traître pendant une occupation, comme on disait en Norvège, si vous l'êtes en temps de guerre. Mais je dirais que j'ai un problème moral avec ceux qui, à Stockholm, sont plus loyaux envers Washington qu'envers ma sécurité, ma famille et l'intérêt de certains Suédois. J'ai un problème avec eux sur le plan éthique et moral. Et ils ne songeraient jamais à parler de quoi que ce soit avec moi, alors que je suis chercheur sur la paix. Ils parleraient avec des gens russophobes. Et cela ne fait que confirmer leur propre idée, selon laquelle nous devons nous armer les uns les autres. Aujourd'hui, vous avez donc des centres de recherche militaire dans toute la Scandinavie. Vous avez le CIPRI, qui mène des études sur la sécurité militaire, pas des études sur la paix. Vous avez le PRIO, à Oslo, qui n'a plus rien à voir avec l'institut que Johan Galtung a fondé à la fin des années 50. Et vous avez des départements universitaires en Scandinavie qui font ce qu'ils sont censés faire, parce que les instituts universitaires aussi sont financés par l'État. Donc aujourd'hui en Suède, vous ne pouvez pas trouver de financement. Vous ne pouvez pas trouver d'argent pour une étude sur une quelconque solution pacifique, sur la recherche pour la paix, la réconciliation, le pardon, quelque chose comme ça. Nous pouvons le faire, parce que nous sommes financés par les citoyens et que les gens apprécient ce que nous faisons. Mais je ne pourrais pas faire ça si j'étais directeur d'un institut public ou d'une université, de l'Institut suédois des affaires étrangères ou des relations internationales, ou de l'Institut international de Copenhague pour les études internationales, ou quelque chose dans ce genre-là. Ils produisent essentiellement les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réalisé d'études sur les effets économiques du militarisme. Ils savent que ce serait difficile à vendre et à faire financer. La recherche libre, oubliez ça. Oui, et bien sûr, ces politiques militaristes n'existent pas dans le vide. Et nous savons que lorsqu'on cherche ainsi à créer un monstre ou un adversaire, cela conduit aussi à supprimer certaines libertés et certains droits civiques. L'État en abuse en pratique parce qu'il a désormais une raison de dire « Ah, eh bien, vous n'avez pas le droit de publier ça parce que ça signifie que vous êtes un agent étranger ou quelque chose dans ce genre-là. Ou que vous soutenez un adversaire. Nous l'avons vu après le 11 septembre, nous l'avons vu pendant d'autres conflits. Et nous le voyons très clairement aujourd'hui dans le cadre de la guerre par procuration en Ukraine, où toute dissidence est réduite au silence. Mais il me semble que cette mise au silence prend une tournure de plus en plus agressive dans l'Union européenne. Pourriez-vous nous en parler? Pourriez-vous nous expliquer ce que vous observez? Notamment pour les personnes de notre audience qui ne viennent peut-être pas de l'Union européenne, qui sont aux États-Unis et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Cela me rappelle spontanément un auteur allemand de l'après-Seconde Guerre mondiale. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais il disait « Si vous dormez en démocratie, vous risquez de vous réveiller en dictature. » Et cela vaut aussi aujourd'hui pour le monde intellectuel ou le monde de la recherche. Je ne dis pas que nous n'avons pas d'intellectuels, mais ils sont, pour ainsi dire, en dehors du cercle universitaire, globalement. Et je pense que ce que vous soulignez est en partie motivé par le fait, causé par le fait, que l'Occident, qui représente 12% de l'humanité, est en déclin. Nous sommes désormais le dernier empire. Cet empire s'affaiblit de plus en plus. Il est de plus en plus désespéré et il ne peut pas tolérer qu'il existe des points de vue différents. Je veux dire, plus on est faible, plus on devient intolérant envers ceux qui disent autre chose. Les États-Unis sont une sorte de patriarche sur son lit de mort, et les enfants n'obéissent plus, partout dans le monde. Les Chinois n'obéissent pas. L'Afrique n'obéit pas. Les gens cherchent désormais d'autres systèmes financiers. Ce que nous avons essayé de faire se retourne contre nous.
En ce moment, rien ne va vraiment bien pour le monde occidental, et vous devenez donc de plus en plus intolérants. Et ceux d'entre nous qui ont peut-être lâché quelques vérités, à un moment ou à un autre, nous sommes détestés, et on ne fait jamais appel à nous. Moi, ça ne me pose aucun problème. On fait appel à moi ailleurs. Mais j'ai beaucoup été sollicité par les médias danois, suédois et d'autres pays dans les années 70, 80 et 90. Je veux dire, je ne peux pas m'imaginer siéger dans une commission sur la sécurité et le désarmement au Danemark d'aujourd'hui, qui est probablement le pays le plus militariste d'Europe, avec une première ministre qui a le culot de dire que tous les Russes sont fous, ce qu'elle a dit lors de la dernière conférence de Munich, et qui a aussi averti les Danois que si nous ne faisons pas attention, le Hamas pourrait venir prendre le Danemark. Vous voyez, on en est là. Non. Et donc ce qui se passe, c'est que plus on s'affaiblit, plus on devient intolérant et moins intellectuel. Avant, dans le domaine de la sécurité, je veux dire, si on épluche tout le fruit de la politique de sécurité, c'est extrêmement intéressant sur le plan philosophique. Comment traitons-nous les gens? Pourquoi traitons-nous certaines personnes comme des ennemis? Que fait-on des ennemis? Sommes-nous menacés? Comment faire une bonne analyse sérieuse des menaces? Menaces civiles, menaces militaires, menaces à court terme, menaces à long terme, micro-menaces, macro-menaces. Vous savez, si je me suis intéressé à ce domaine dans les années 70, alors que je comptais devenir architecte, c'est parce qu'il est intellectuellement et philosophiquement si passionnant. Comment vivre ensemble sur cette terre, avec nos conflits, sans nous tuer les uns les autres? Ce qui me semble être une question tout à fait légitime. Et tout cet intellectualisme est écarté. Comment? Comment? Par des gens qui disent « Donnez-nous simplement 5% du produit national brut et nous résoudrons tous les problèmes, n'est-ce pas? » C'est ça. Ces types ne sont pas sérieux. Ce ne sont pas des intellectuels. Ce ne sont même pas des penseurs, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot. Mais pire encore, ils disposent d'une caste médiatique et universitaire. Vous savez, je parle du MIMAC, le complexe militaro-industriel, médiatique et universitaire. Ces élites vendent ces absurdités partout. Et leur principal outil, c'est de nous dire « Nous sommes menacés. Votre vie est en danger. L'avenir est très sombre. Mais si vous nous donnez de l'argent, alors nous vous sauverons. » Certains de ces vilains personnages, c'est le petit garçon qui regarde l'empereur et qui dit « Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas en paix en ce moment, alors? » Je suis heureux d'être ce petit garçon, parfois. Je sais que ça agace certaines de ces personnes, et je pense que les intellectuels devraient être agaçants. Deuxièmement, ils devraient faire preuve de plus de créativité. Et je suis heureux de le dire, même si, d'un point de vue démocratique, c'est triste. Il n'est pas très difficile d'être plus créatif que nos actuels dirigeants de l'État et que le commandement militaire. Au cours des 50 dernières années, pendant lesquelles j'ai étudié ces questions, je n'ai jamais vu un niveau aussi bas. En matière de créativité, de capacité à évaluer ce qu'ils font, à changer de cap et à faire quelque chose de nouveau, à dire quelque chose de nouveau. Et je vous le dis, l'une des différences les plus grandes et les plus importantes entre la Chine et l'Occident, c'est que si vous demandez aux Chinois où ils veulent être dans 20, 30 ou 40 ans, ils ont des idées intéressantes et un débat dynamique sur la question. Ce ne sont pas seulement des plans quinquennaux, c'est un peu plus que ça. Par exemple, éradiquer la pauvreté en 25 ans. Et ils l'ont fait en 24 ans. Si vous demandez à un dirigeant européen ou américain, où voulez-vous que votre société en soit dans 20 ans? Comment voulez-vous améliorer votre société? Quel message adressez-vous à la société de vos petits-enfants? Rien. Rien, Lena. Rien. Il n'y a pas un seul dirigeant capable de dire quoi que ce soit d'intéressant. À une époque, dans les années 60 et 70, les dirigeants le pouvaient.
Willy Brandt le pouvait. De Gaulle le pouvait. Anker Jørgensen le pouvait. Helmut Kohl le pouvait. Smith le pouvait. Kekkonen en Finlande le pouvait. L'idée de la neutralité. À égale distance de la Russie, du pacte de Varsovie et de l'OTAN. Idée brillante. Tout le monde devrait devenir neutre dans ce sens-là. Nous éradiquerions la neutralité. Donc tout cela disparaît. Peut-être que je parle simplement d'un monde qui était meilleur avant, mais je ne peux imaginer aucune autre raison fondamentale à cette désintégration intellectuelle et morale que le fait que les peuples occidentaux, les dirigeants occidentaux, savent très bien que nous sommes en train de perdre. Et alors, classiquement, quand vous perdez, à quoi recourez-vous? Vous utilisez le type de puissance dans lequel vous pensez encore être relativement les plus forts. Et c'est le militaire. Vous n'êtes plus les plus forts économiquement. Vous n'êtes plus les plus forts sur le plan technologique. Vous n'êtes plus les plus forts sur le plan culturel. Je veux dire, qu'est-ce qui sort aujourd'hui des États-Unis comparé aux années 50, 60 et 70 en matière d'art et de musique? Mon Dieu, quel changement! Vous n'êtes plus les plus forts non plus en termes de légitimité aux yeux des autres. Et vous êtes très faible quand il s'agit de proposer une vision d'un avenir meilleur, d'une société meilleure, de la bonne société. D'ailleurs, nous n'en parlons jamais. Alors que faites-vous? Vous maximisez votre capacité d'armement parce que c'est la dernière chose à laquelle vous pouvez vous accrocher. Nous sommes encore forts. 5%, 10% de notre produit national, et nous survivrons. Non, vous ne survivrez pas. Vous vous détruirez. Et c'est là la tragédie de l'Occident. Nous pourrions sombrer avec grâce. Nous pourrions tendre ce main haute. Nous pourrions démilitariser, parler plutôt avec ceux avec qui nous avons des problèmes. Mais ce que nous faisons, c'est que nous ne détruisons pas la Chine, ni la Russie, ni l'Afrique, ni le Moyen-Orient, ni l'Iran. Une culture vieille de 6000 ans. Je veux dire, je suis allé en Iran 2 fois. Enfin, pas 2 fois, plusieurs fois. J'y ai enseigné et tout ça. Je veux dire, ce n'est pas une société qu'on détruit par les bombardements, Trump, cette politique, ce genre de choses. Mais on se détruit soi-même. Ce qui se passe dans le monde occidental, en revanche, est principalement autodestructeur. Et le reste du monde dira de plus en plus, d'accord, ces gens-là font à leur manière. Nous faisons à la nôtre. Et à long terme, ils seront assis là à se dire, comme c'est stupide, que l'Occident, que nous aimions, que nous admirions, dont nous nous inspirions. Allez en Chine. Dites-moi qu'il n'y a pas là une inspiration venue de l'Occident. Je veux dire, beaucoup de choses qu'ils ont faites sont inspirées par l'Occident. La Russie n'est plus un pays socialiste, communiste, blablabla. C'est un pays capitaliste occidental. Et pourtant, nous voyons des ennemis partout. D'une certaine manière, nous avons gagné. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de tout perdre. Donc, comme je l'ai dit, c'est à mes yeux une tragédie unique dans l'histoire de l'Occident. Et c'est ça qui me rend triste. Le reste du monde, lui, me rend heureux. Il survivra. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce que nous appelons le monde occidental survivra. Oui, mais nous ne serons pas un endroit très agréable à l'avenir. Nous serons un musée pétrifié, un lieu curieux où l'on pourra aller, parce que c'est à cela que ça ressemblait autrefois. Et c'est très triste. Nous avons d'immenses ressources en Occident. Si nous voulions les redéployer, elles nous seraient données. Les convertir en quelque chose de constructif plutôt que de destructeur. Beaucoup soutiennent que l'Europe est devenue de fait un vassal des États-Unis, surtout sous l'administration Trump. Si c'est vrai, et si vous êtes d'accord avec cette affirmation, l'administration Trump cherche-t-elle délibérément à détruire la démocratie européenne? Son rôle dans la politique mondiale est en quelque sorte, est-ce que la destruction est l'objectif, ou y a-t-il un autre objectif qui conduit en quelque sorte à une politique d'autodestruction de l'Europe?
C'est très contrasté, Lena. Les États-Unis ont besoin de l'Europe, mais ils n'ont pas besoin d'une Europe forte. Ils ne veulent pas d'une Europe forte. Et ça n'a pas commencé avec Trump. Ça a commencé bien avant. L'administration Biden disait « Nous allons faire sauter Nord Stream ». Et ça signifiait une guerre économique. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, il y a les droits de douane. Il y a une Union européenne soumise qui reste assise à discuter de ce genre de choses et qui laisse Trump imposer des politiques douanières plus ou moins délirantes. Il y a une dépendance totale, ou du moins très forte, vis-à-vis des États-Unis pour la production militaire. Parce que nous avons toujours cru, stupidement, que les États-Unis étaient là pour nous. Les États-Unis sont là pour les États-Unis. Et l'idée derrière l'OTAN n'a jamais été de protéger l'Europe. Le projet appelé OTAN est un projet américain visant à faire en sorte que s'il y a une guerre, elle se déroule en Europe et non sur le sol américain. C'est la défense avancée. C'est l'idée de la dissuasion. Ce sont des armes nucléaires américaines en Europe. Il s'agit d'avoir le combat ici et non sur le territoire continental américain, si vous voulez. C'est pour cela que nous avons la défense antimissiles balistique. C'est pour cela que nous avons des missiles à longue portée. C'est pour cela que nous avons les bases au Groenland. Voilà pourquoi Trump s'intéresse au Groenland, pour maintenir toute forme de guerre possible loin de la société américaine. C'est cynique. Et les Européens sont restés là depuis 1949, à croire que c'était une bonne chose, destinée à aider et à assurer la survie des Européens. Je veux dire, c'est risible. Ça relève de la fiction. Et bien sûr, les médias, l'influence de la CIA sur les médias, etc., tout le monde paie pour faire passer le bon message. La guerre médiatique est presque aussi importante que la guerre militaire. La guerre menée contre vos esprits, vos cerveaux, votre manière de penser, vos visions du monde est extrêmement puissante. Et les Américains, ils sont redoutablement bons depuis, vous savez, 70 ans, en croyant qu'ils n'étaient qu'une bonne société et qu'ils voulaient faire le bien pour nous. Et parfois, nous devons en payer le prix. Mais pour faire court, cette soumission n'est pas un phénomène nouveau. Elle a toujours été là. Disons simplement que la situation s'est aggravée sous la prétendue direction de gens comme von der Leyen, Kaja Kallas et le chancelier allemand, après en gros tous ceux qui ont succédé à Willy Brandt. Lui avait l'intelligence, le parcours et les connaissances nécessaires pour se lever et dire « C'est moi qui dirige cet endroit, pas l'Amérique ». C'était aussi l'homme qui s'est agenouillé à Varsovie et qui s'est excusé pour ce que les Allemands avaient fait. Combien de dirigeants de cette envergure avons-nous aujourd'hui? 0. Combien de présidents sont allés à Hiroshima sans jamais s'excuser? Aujourd'hui, vous savez, nous sommes aussi très avancés dans une forme de démoralisation, et c'est très triste à voir. Je peux le dire, parce que ça fait quelques années que j'étudie ces questions. Peut-être que quelqu'un de 25 ans pense que je suis très radical. Je ne suis pas très radical. Compte tenu du fait que j'étudie ces questions depuis que j'ai environ 25 ans. Si l'Europe poursuit sa trajectoire actuelle avec des budgets militaires en hausse jusqu'en 2035, à quoi ressemblera-t-elle, selon vous, sur les plans économiques et sociaux, disons, dans 5 à 10 ans? Ce serait insaisissable, politiquement, économiquement, culturellement. Tout ce dont une bonne société a besoin sera éradiqué, et vous savez, subordonné aux besoins militaires. Qu'il s'agisse de bons musées, de bourses pour de jeunes artistes, ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'y aura plus d'argent pour cela si vous continuez sur cette voie. Et je vous le dis, 5%, ce n'est pas la fin. À un moment donné, ils parleront sans doute de 6 à 7%, parce qu'ils ne savent pas changer les politiques. Ils ne savent changer que les chiffres. Et c'est ce que peut faire quelqu'un qui n'est pas très intelligent,
et qui n'a jamais été un intellectuel. Mais si vous commencez à penser d'une manière nouvelle, alors vous êtes un intellectuel. Je ne prédis pas, je ne vois pas qu'ils changeront, à moins qu'il y ait une catastrophe qui fasse réfléchir les gens. Un effondrement économique grave, vraiment grave, quelque part en Europe, qui les ferait se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je veux dire, l'Allemagne est pratiquement finie, comme un pays périphérique, ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux. J'ai travaillé en Somalie et au Burundi, dans des sociétés pauvres. Et les gens peuvent être heureux sans ça. Mais les Européens devront vivre sans aucun avantage matériel, sans les plaisirs qui vont avec, et être heureux en dansant, en écrivant de la poésie ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise vie. Ce sera un électrochoc, mais ce sera une périphérie dans un monde qui gronde au dehors. Je vois l'Asie se rapprocher, construire des coopérations. Si vous prenez l'initiative La ceinture et la route, 150 pays y participent désormais. Les seuls qui n'y participent pas, ce sont les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Enfin, c'est de l'auto-isolement. C'est tellement stupide, du point de vue de la vision, du point de vue de l'avenir. Nous créons un monde multipolaire, multinodal, multiculturel, et c'est extrêmement fascinant. C'est pour ça que je suis si optimiste pour l'avenir. Je ne suis simplement pas optimiste pour ces 12% du monde qui disent appartenir au monde occidental. Le Titanic prend la mer à l'aube. Titanic is sailing at dawn. Oui, et peut-être une dernière question pour aujourd'hui. Vous concluez votre article par une question très provocatrice. La voici. Les dirigeants européens comprennent-ils mal les principes économiques de base ou présentent-ils délibérément une vision incomplète de la situation au public? Autrement dit, mentent-ils délibérément? Après des années à étudier la paix et les conflits, quelle explication vous paraît la plus convaincante et pourquoi? Quelqu'un m'a répondu en me disant « Ils sont les deux ». Je ne sais pas si on peut être les deux à la fois. Mais Lena, l'essentiel, c'est que les deux sont très graves. Si vous ignorez les bases de l'économie, et je vous dis ça en tant que personne qui connaît extrêmement bien l'économie, si vous étiez aujourd'hui un responsable politique dans le monde occidental sans connaître les bases de l'économie, ce serait catastrophique. Et si vous connaissez les bases, puis que vous mentez délibérément à leur sujet, en disant que faire d'énormes investissements dans des usines d'armement aura de grands effets positifs pour l'économie civile, avec de grandes retombées pour la société et tout le reste. Je ne sais pas ce qui est le pire. Je me moque de savoir ce qui est le pire. Ces deux choses sont tout simplement inconcevables dans une démocratie et une société éclairée. Et ce qui me rend peut-être encore plus pessimiste quant à l'avenir de l'Occident, c'est qu'il y a si peu d'universitaires et de médias. Vous faites partie des exceptions, mais des médias qui répètent les mêmes absurdités et ne posent jamais de questions. Vous voyez, à partir du moment où vous n'avez plus ça, vous n'avez plus de société dynamique et vous n'avez plus de démocratie. Quand la recherche, les médias, l'exploration, la liberté de penser disparaissent et sont remplacés par la rhétorique. Par, vous savez, la paix, c'est la guerre. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Et ainsi de suite. Alors c'est fini. Je suis désolé, Lena, mais alors c'est fini. Tout ce dont nous étions si fiers en Europe, et nous avions toutes les raisons d'en être fiers, vous savez, que ce soit Beethoven, Kierkegaard ou peu importe, tout cela aura disparu. Les répercussions iront bien au-delà d'une simple crise économique. Parce qu'à partir du moment où vous prenez cette crise économique et que vous détruisez l'économie, je ne suis pas sûr que vous puissiez conserver une culture dynamique. C'est possible.
Je ne dis pas que la culture dépend du bien-être et du matérialisme, mais je pense qu'il y a un risque que d'autres secteurs de la société soient entraînés vers le bas lors d'une crise économique. Et alors, il faut désigner quelqu'un comme responsable de vos problèmes économiques. C'est là que la Chine sera davantage pointée du doigt comme un ennemi. Ce sont eux qui ont détruit l'économie européenne. Ou alors, ce sont les Russes qui nous ont fait du mal. Ou maintenant, peut-être les Américains. À un moment donné, si Trump est autorisé à continuer, il pourrait y avoir davantage de voix en Europe. Et la dernière voix dira « Nous avons fait toutes les choses stupides, depuis l'élargissement de l'OTAN, que nous n'aurions jamais dû faire et que nous avions promis de ne jamais faire, jusqu'à la guerre, aux sanctions, à la militarisation et à la transformation en économie de guerre. » Nous avons nous-mêmes fait toutes les mauvaises choses. Nous aurions pu faire autrement. Or, cette autre possibilité n'est jamais discutée. Et cela, à mes yeux, signe la fin de la démocratie et d'une société saine. Une bonne société est une société vivante, où l'on débat. C'est une société de dialogue. Une société où tous les points de vue sont possibles, entendus, pris au sérieux par les décideurs, par des gens qui écoutent ce qui se passe parmi les citoyens, et ainsi de suite. Cela fait longtemps que cela n'existe plus en Europe, mais particulièrement dans les pays nordiques. Cela fait probablement 30 ans qu'il n'y a pas eu de discussion sérieuse en Scandinavie sur les questions de sécurité. Et c'est ainsi que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN devient possible, et que l'Amérique a construit plus de 40 bases en Scandinavie en 2 ans, et ainsi de suite. Je ne peux donc pas vous dire s'ils sont ignorants, s'ils mentent les deux ou autre chose. Mais au fond, ça m'importe peu. Ils ne devraient pas, ceux qui dirigent les 450 millions d'Européens, se comporter comme ils le font, quelle que soit l'explication que vous et moi estimons être la vraie. Je pense que le déclin de l'Occident est l'explication principale. Ils sont de plus en plus désespérés. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être ignorant et de ne pas connaître les bases de l'économie. Et ce n'est pas bien de mentir à son peuple. Dr. Jan Oberg, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre et pour cette conversation aussi fascinante qu'importante. J'espère vraiment que nos téléspectateurs la partageront avec leurs réseaux et leurs amis et qu'ils commenceront eux-mêmes à se pencher sur ces sujets, à faire leurs propres recherches pour mieux comprendre ce qui se passe. Je recommande vivement de suivre Jan sur Substack, sur X, ainsi que sur son site Internet. Je mettrai tous les liens dans la description ci-dessous. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut un plaisir. Merci pour cette opportunité et pour ce que vous faites. C'est tellement nécessaire dans cette époque folle que nous traversons. J'espère que nous pourrons créer davantage de synergie à l'avenir. Merci beaucoup. Thank you very much.